Donc, bienvenue à ce webinaire de la Maison Passive. On attend encore une minute ou deux, mais il y a déjà 120 personnes de connectées. Voilà, pour démarrer. Il y a 133 personnes. Bon, je pense on va pouvoir introduire gentiment. Ouais. Eh ben, vas-y, je te laisse mettre le transparent de présentation. Alors, Alors, oui, les supports, la vidéo sera en ligne. Les supports, je ne sais pas, on répondra à la fin pour des questions qui sont posées. Donc, bienvenue à ce premier webinaire grand public et gratuit de l'association La Maison Passive. Donc, le sujet, ce sont les bâtiments passifs et le confort d'été. Un sujet qui pourrait être d'actualité, même si aujourd'hui, finalement, il fait peut-être pas très, très chaud en France. Donc l'association La Maison Passive existe depuis une petite quinzaine d'années. J'en suis administrateur, donc moi je m'appelle Franck Janin et puis Clément Castel interviendra aussi avec moi. Il est aussi administrateur. L'association a pour rôle de promouvoir et de faire connaître le standard passif en France. Elle a créé une filiale qui s'appelle La Maison Passive Prestations, qui s'occupe de ce qui est plus commercial, comme les formations et les labellisations notamment. Voilà. Donc, pour me présenter très brièvement, Franck Janin, je suis ingénieur thermicien, gérant d'Eliasol, et on intervient principalement dans l'Est de la France, le Sud-Est. Donc, moi, je suis plus spécialisé dans ces climats, et le climat a de l'importance pour le confort d'été. Voilà, on est une toute petite structure, mais quand même qui fait beaucoup de passifs. Clément? oui, donc bonjour à tous. Clément Castel. Moi, je suis aussi ingénieur thermicien, donc associé au sein d'un bureau d'études qui s'appelle Energelio. Donc, on est 8 personnes. On est situé à Lille. Donc, on est plus, pour le coup, dans les climats du nord de la France et région, on va dire région parisienne. On intervient plutôt dans ce secteur géographique-là, un petit peu dans l'ouest, mais plutôt quand même dans le nord et puis enfin, jusque Paris. Donc, l'objectif de ce webinaire qui est au cœur de l'été finalement, hein, fin juillet, c'est vous parler des surchauffes et du confort estival. C'est un webinaire qui a un petit goût de vacances, on va dire ça comme ça, en cette fin juillet. Et puis, en fait, comme l'a dit Franck, en fait, au sein de l'association, notre souhait, c'est de vous proposer des sujets, et donc, notamment des webinaires qui mêlent théorie et aussi, surtout, retour d'expérience sur des projets passifs réalisés, vous montrer comment ça se passe dans la vraie vie, parce que c'est vraiment ça qui nous semble intéressant de partager au sein de l'association. Merci. Donc, je vais passer à la page suivante depuis ma maison passive. Hop, ça n'apparaît pas. Normalement, je peux donner le contrôle à distance, Franck. Ouais, pourtant. Hop, j'ai passé. Voilà.
OK, ça a l'air de marcher. Donc, de quoi on va parler? On va commencer par un petit peu de théorie. Est-ce qu'il faut isoler plus pour surchauffer moins ou est-ce qu'isoler plus vous fait surchauffer plus? Donc, les grands principes, on va voir quelques ordres de grandeur, mais après, on verra des choses plus concrètes qui sont des exemples de stratégies pour améliorer le confort d'été, hein. Donc, il y aura quelques images et commentaires. Et enfin, on arrivera à des mesures, parce que c'est vraiment avec la mesure que l'on progresse, que l'on peut réanalyser les études qui ont été faites, comprendre ce qui va pas. Et donc, on va parler de 6 projets, voilà, principalement des logements, mais il y aura aussi une école et des bureaux. Donc maintenant, on passe à un petit peu de théorie. Isoler plus pour surchauffer moins. Ouais, donc pourquoi on parle de théorie? En fait, c'est pour répondre à la question qui doit certainement vous brûler les lèvres. Est-ce qu'un bâtiment passif, par définition, il est plus isolé? Est-ce qu'il est plus sujet aux surchauffe en été ou pas? Et donc, la question, c'est donc, sur les bâtiments passifs, effectivement, on va créer des enveloppes qui sont très isolées, donc avec des huttes parois qui sont aux alentours de 0,15, parfois même encore plus isolées quand on est sur des latitudes dans les Hauts-de-France ou en montagne. Et donc, on a véritablement une coupure franche, dans le sens coupure thermique, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on a vraiment un découplage physique qui va se passer et qui est commun à tous les bâtiments passifs. Ça, c'est le premier point. Donc, en hiver, l'objectif, évidemment, c'est de limiter les déperditions vers l'extérieur et tendre vers un besoin de chauffage qui est très faible, qui est caractéristique des bâtiments passifs. Et nous, là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est en été, quel rôle ça va avoir. Donc, on peut pressentir qu'on va limiter les apports de chaleur depuis l'extérieur. On verra après quels sont les ordres de grandeur. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va nous protéger de la pénétration de la chaleur au sein de l'ambiance intérieure qui doit rester fraîche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui va être donc, du coup, commun également à tous les bâtiments passifs, c'est un fort niveau d'étanchéité à l'air. Donc, on va avoir un bâtiment qui va être très étanche et qui, par définition, va limiter les infiltrations d'air chaud. Donc, on ne va pas avoir d'échange d'air grâce à cette forte étanchéité à l'air. Et ça va contribuer aussi au maintien d'une température intérieure qui sera fraîche. Troisième point qui est commun à l'ensemble des bâtiments passifs, et ça fait un petit peu le pont aussi avec le webinaire, alors là qui était destiné aux adhérents de l'association sur la ventilation des bâtiments passifs. Donc ventilation à récupération de chaleur. Alors j'allais même dire ventilation avec récupération de chaleur à très haut rendement pour ce type de bâtiment labellisé. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en été, en fait, le principe va s'inverser. On va avoir un système de récupération de fraîcheur. La centrale de ventilation va permettre de récupérer la fraîcheur. On va le voir un peu plus en détail. Et donc, ce qui se passe, c'est que la fraîcheur qui est contenue dans le bâtiment va rester au sein du bâtiment. C'est-à-dire que l'air chaud qui va rentrer dans la centrale de ventilation ne va pas contribuer à réchauffer l'ambiance dans le bâtiment. Et autre fonction qui peut être aussi intéressante, c'est quand la température extérieure va baisser, cette ventilation va permettre de décharger le bâtiment de ses calories. Alors, si on fait un petit focus justement sur ce qui se passe sur ce genre de centrale de ventilation, alors d'un côté, on a l'intérieur, de l'autre côté, l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire rentrer, donc là, c'est la flèche 1, la flèche rouge 1. On va faire rentrer de l'air chaud à l'extérieur, donc quand il fait très chaud à l'extérieur, 35 degrés par exemple, l'air va rentrer dans l'échangeur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'air qui est extrait du bâtiment, aussi la flèche bleue 1, ces deux airs-là vont se rencontrer au sein de l'échangeur. Donc, ils se rencontrent, mais ils ne se mélangent pas, hein. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, la fraîcheur de l'air qui est aspiré au sein du bâtiment va être cédée à l'air qui rentre, même si c'est un petit peu un abus de langage, hein, finalement, c'est plutôt la chaleur qui se transmet, donc on peut raisonner à l'inverse, pour pouvoir en fait souffler de l'air dans le bâtiment. Donc c'est la flèche bleue 3
qui reste l'air relativement frais, de quelques dixièmes de degrés supplémentaires, au lieu d'apporter directement de l'air chaud au sein du bâtiment. Donc ça contribue en fait à maintenir une ambiance fraîche. Donc ça, c'est grâce aussi au très haut rendement de récupération de chaleur. Et d'un point de vue physique, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment un découplage des deux ambiances, intérieure et extérieure, pour éviter qu'il y ait des transferts de calories. Autre intérêt au niveau de la double flux, c'est la possibilité d'avoir un bypass. De très nombreuses machines de ventilation vous permettent d'avoir un bypass. Là, à l'inverse, par exemple la nuit, lorsqu'à l'extérieur il fait plus frais qu'à l'intérieur, on ne va pas passer par cet échangeur de chaleur et on va directement finalement insuffler l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur pour refroidir l'ambiance. Alors, un exemple très concret donc, qui est ici en ce moment de là où je vous parle. Donc, à la maison, on a un système de ventilation double flux à récupération de chaleur. Donc, plus exactement, là, c'est un système compact. Et alors, c'était l'année dernière, quand il a fait 35 degrés à l'extérieur. Donc là, vous le voyez, température extérieure 34,9. Là, le système de récupération de chaleur est en route. Alors, on peut dire système de récupération de fraîcheur, finalement. En été, ça marche aussi comme ça. Et on voyait que dans la maison, il faisait 23,7 degrés au global. Donc, ça, c'est la reprise générale dans la maison. Et la machine soufflait à 24,2 degrés. Donc, en fait, on avait un petit écart de 0,5 degrés parce que le rendement de récupération de chaleur n'est pas parfait. Et il y a un petit peu d'échauffement qui est lié au ventilateur. Mais globalement, on arrivait à conserver un air vraiment très, très frais et à le renouveler, tout en ne l'échauffant que très peu. Et dans le séjour, voilà, là, c'est le thermomètre. Bon, il est un petit peu vintage, ce thermomètre, mais il marche très, très bien. C'est pour ça que je l'aime bien. Et donc, voilà, on avait une ambiance qui restait vraiment très fraîche. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas que dans les maisons passives que vous pouvez avoir un écart de température de 10 degrés, par exemple, entre l'intérieur et l'extérieur, évidemment. Vous avez raison. Ce qui va jouer, en fait, c'est la durée pendant laquelle la maison va rester fraîche. Dans des maisons qui ne sont pas bien isolées, des maisons qui sont en pierre, etc., avec beaucoup d'inertie, vous pourrez avoir, lors de pics de chaleur, des différences aussi importantes comme ça. Sauf que la maison traditionnelle va avoir tendance à se réchauffer plus vite, plus rapidement qu'une maison passive. Et on verra un petit peu après cette notion de système physique dynamique. Et enfin, alors, si on parle d'isolation, mais il y a un élément important à prendre en compte, alors qui n'est pas forcément lié à l'enveloppe, mais qui est lié au concept passif en lui-même, puisque les bâtiments passifs, très, très généralement, sont des bâtiments bioclimatiques qui sont faits pour capter de l'énergie. Et donc, si on ne protège pas ces bâtiments-là, globalement, on va avoir énormément de soleil qui va pouvoir rentrer dans le bâtiment et faire chauffer l'intérieur. Alors, on le verra juste après avec Franck, mais la puissance solaire sur ce genre de bâtiment est prépondérante et potentiellement peut être très, très importante. Donc, se protéger du soleil, c'est une nécessité, c'est vraiment indispensable. Alors, on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire avec des casquettes, là, comme sur le schéma. On peut le faire avec des systèmes qui sont pas mal, des brises soleil orientables, qui sont extérieures. Donc, ce sont finalement des sortes de stores vénitiens extérieurs. Des stores tissus aussi, qui sont également extérieurs. Alors, il faut que ce soit absolument extérieur, parce que quand on met des protections solaires intérieures, malheureusement, on a beaucoup, beaucoup moins d'efficacité. Dès que la chaleur est rentrée, en gros, c'est mort. On aura du mal à la faire sortir. Après, il y a aussi des bâtiments où on pourra utiliser ce qu'on appelle des traitements solaires. Alors, vous avez peut-être déjà vu ça sur des bâtiments. Ce sont souvent des vitrages qui ont l'air un peu plus fumés, un petit peu plus brillants, qui permet de limiter l'entrée du soleil. Alors, ça peut être assez souvent insuffisant, en tout cas sur les bâtiments passifs. C'est vrai que c'est des stratégies qu'on met assez peu. On est très souvent sur des systèmes mobiles ou une combinaison de fixe et traitement solaire. Voilà. Et alors, l'ordre de grandeur, mais je vais laisser Franck en parler un peu plus, c'est potentiellement quand vous avez une baie de 3,5 mètres carrés au sud, donc assez classique sur une maison individuelle par exemple. En gros, c'est comme si vous aviez un radiateur de 1000 watts qui chauffait toute la journée votre bâtiment. Voilà. Or, il ne faut peut-être que 1000 watts l'hiver pour le chauffer. C'est ça. Donc, c'est vraiment 1000 watts de trop.
Alors, là, Clément vous a présenté un petit peu tous les domaines auxquels il faut faire attention. Ce petit graphique est censé apporter une synthèse un petit peu pour voir les ordres de grandeur. Alors, les ordres de grandeur, nous, c'est une estimation. Ça, on les a calculés pour quelques maisons, mais chaque maison aura des variations, hein. Donc ici, ne me questionnez pas sur le fait qu'il y ait 200 watts d'apport par les murs quand il fait 35 dehors, hein, ce qui est marqué là, et 25 dedans. C'est tout à fait discutable, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est bien moins que les 2000 watts qui sont à gauche qui pourraient arriver par le soleil direct. En fait, si vous avez du soleil direct qui rentre et 2000 watts, vous êtes cuit de toute façon. Le soleil, je vous rappelle qu'extérieurement, c'est 1000 watts par mètre carré, hein, donc c'est extrêmement puissant. Quand Clément a dit qu'il rentrait que 300 watts par mètre carré, c'est parce que le facteur solaire, donc la fenêtre en filtre une partie, et d'autre part que le soleil n'est pas toujours perpendiculaire à votre fenêtre. Donc moi, je l'estimais pour une maison... Oui, attendez, ne quittez pas. Je l'estimais pour une maison bioclimatique un peu pas mal vitrée au sud à 2000 watts. Donc, il faut à tout prix fermer les volets, mais protéger ce qu'on appelle le soleil direct, donc des rayons du soleil. Mais même si on protège des rayons du soleil, on va avoir ce qui est marqué dessous, ce qu'on appelle le solaire diffus, hein. C'est-à-dire que le rayon ne rentre pas, mais vous avez quand même un petit peu d'énergie qui rentre. Donc, au nord, par exemple, vous n'avez dans la journée d'été pas de soleil direct, mais vous avez du diffus. Et le diffus n'est pas négligeable. Quand on a 1000 watts par mètre carré de direct, on peut avoir dans ces 1000 watts au total, on a 850 watts de direct et 150 watts de diffus. J'y reviendrai dans 2 transparents. En plus des apports par les fenêtres, des apports solaires qui sont du rayonnement, on a aussi, de toute façon, dû à la différence de température, les 300 watts qui sont marqués par les vitres, parce que ça, c'est de la conduction. Donc, ça traverse, ça chauffe la vitre, ça chauffe l'air qui est entre les deux vitres, les 3 vitres en triple vitrage, et ensuite, ça arrive dans votre maison. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'ici, sur une maison vitrée à 25-30% de sa surface habitable, comme on voit couramment en bioclimatique, on a plus d'énergie qui rentre par les vitres que par les murs. Voilà. Ce qui rend notamment le déphasage par les murs à peu près inutile, puisque vous avez de toute façon la majorité de l'énergie qui est soit dans la maison, hein, on l'a estimé s'il y a 3 personnes à 250 watts, et les apports internes, les 250 watts qui sont en bas avec les zigzags rouges. Alors, on estime souvent une personne de l'ordre de 80 watts d'apport interne. Et pour les zigzags, ben, ça peut être votre chauffe-eau solaire. Imaginez que votre chauffe-eau solaire à 80 degrés ou peut-être à 90 degrés va vous apporter 150 watts peut-être. Vous avez aussi votre frigo et votre congélateur qui marchent sûrement à fond ou beaucoup plus qu'en hiver. Donc, si on a 500 watts d'apport interne, 300 par les vitres, 50 qui arrivent par la toiture tout en haut, 50 qui arrivent par la double flux, hein, je vous rappelle, ce sont des estimations. Et finalement, on a énormément d'apports et qui ne sont pas déphasables. Et la seule chose qui serait déphasable, ça serait par les murs et par le toit, 250, ce qui fait que le déphasage n'est pour moi pas une stratégie pour améliorer le confort en été. On va venir après à la constante de temps et à l'inertie qui est vue de l'intérieur. Voilà. En tous les cas, pas de confort avec du soleil direct. Pensez à filtrer le diffus et puis à réduire tous les apports. Le seul endroit, j'ai mis des flèches en bleu, où on pouvait éventuellement diffuser un petit peu renvoyer une partie de la chaleur, c'est vers le sol. On peut espérer que le sol n'a pas encore dépassé 20 degrés. Mais comme il est isolé, c'est quand même aussi faible le nombre de watts qui peut passer, hein. Donc, je vous rappelle, là, c'est en instantané des watts par 35 dehors et 25 dedans. Et ce que j'ai mis VMC PC, ça serait dans le cas d'un puits canadien.
on pourrait éventuellement, de l'ordre de 100-200 watts, évacuer un petit peu de la chaleur. Mais attention, le puits canadien, s'il est en amont de votre double flux, il vient finalement, il vient pas se rajouter à votre double flux, parce qu'il va refroidir l'air avant la double flux. Et ensuite, la double flux, elle ne peut plus le rafraîchir de nouveau, ou elle le rafraîchit moins. Donc finalement, les deux jouent dans le même sens. Et le seul moyen de mettre un puits canadien qui soit vraiment utile, c'est en sortie de la double flux, côté intérieur. Donc il faudrait qu'il soit le puits canadien avant la double flux en hiver pour éviter le givrage. C'est ce qui a été présenté au dernier webinaire. Et plutôt en sortie de double flux pour réellement donner toute sa puissance de frais alors que la VMC a déjà délivré la sienne à 100%. Voilà. Alors, attendez, est-ce que ça change? Ouais, ça change. Les gens nous diront, voilà, est-ce qu'un bâtiment passif est vraiment plus efficace? Sur un bâtiment non passif, voici les ordres de grandeur qu'on aurait. D'abord, par du double vitrage, on aurait probablement le double d'apport. Par les murs, on serait quand même isolé dans une maison moderne, donc on aurait un petit peu plus. Les apports internes sont les mêmes, mais alors on voit que du côté de la ventilation, on aurait beaucoup plus. Voilà, un petit peu plus par la toiture et beaucoup plus par la ventilation. Donc une maison non passive va faire pénétrer beaucoup plus de chaleur pendant la journée. Alors là, on parle de canicule. Une maison passive, rassurez-vous, moi je parle de la mienne, Clément, je pense de la sienne aussi. Quand on est en été, juillet, août, moi, il y a 6 semaines sur 8 où je ne fais pas du tout attention à la maison. Et puis pendant les 2 semaines de canicule, là, par contre, il faut fermer les fenêtres, fermer les volets et laisser agir la double flux. Hein. Donc, c'est surtout les situations de canicule qu'on décrit là. Tout à l'heure, je vous parlais du soleil diffus. J'ai fait l'essai chez moi de fermer un volet sur le ventail gauche, donc ça se voit sur la photo de gauche, et puis de laisser à droite le volet ouvert. Quand on prend la température à la caméra thermique, on voit une très nette différence. Hein. La partie droite sera de l'ordre de 3-4 degrés plus chaude. Donc le vitrage reçoit de la chaleur, il reçoit du soleil diffus. Je vous accorde que d'un point de vue purement scientifique, physique, prendre des matériaux réfléchissants comme des vitres, comment dire, est pas conseillé. Hein. Donc, c'est plutôt la comparaison qui donne un ordre de grandeur que réellement la température de la vitre. Donc, faites attention, il faut à tout prix filtrer le direct, mais il faut aussi faire attention au diffus. Alors ensuite, on va parler, donc là on a parlé de l'aspect statique avec les ordres de grandeur que Franck nous a montré sur des watts, etc. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne d'un point de vue dynamique, parce que c'est finalement ça qui est intéressant. Comment va se comporter le bâtiment dans le temps? Et il y a une notion en fait qu'il faut, que je vais vous introduire assez rapidement là dans le cadre de ce webinaire, mais qui est vraiment très importante, et notamment pour le confort d'été, c'est ce qu'on appelle la constante de temps d'un bâtiment. Alors, c'est une grandeur physique qui s'exprime en nombre d'heures et qui va caractériser en fait le fait que le bâtiment va réagir plus ou moins rapidement à une sollicitation extérieure. En fait, c'est quelque chose qui va traduire finalement le côté nerveux ou à l'inverse le côté paquebot en termes de réaction d'un bâtiment. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres domaines de la physique, notamment en électricité, mais on peut tout à fait l'appliquer au bâtiment. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est finalement très simple. C'est le produit de la résistance et de l'inertie, finalement, la capacité d'inertie qui est dans le bâtiment. Donc, le R, on le connaît un petit peu parce qu'on parle beaucoup de R quand on travaille avec des isolants. Là, finalement, ça va être un R global de ma boîte, de l'enveloppe, donc qui est souvent très bon finalement en bâtiment passif. Et le C, en fait, c'est l'inertie du bâtiment. Donc, ça va représenter ce que va pouvoir stocker en termes de chaleur le bâtiment, en tout cas à l'intérieur du bâtiment, et ça dépend fortement finalement de la masse qu'il va y avoir à l'intérieur du bâtiment. Alors, pour essayer de vous faire un truc assez simple,
Je vous ai fait un petit exemple. Donc, on a une boîte, un bâtiment là qui a 20 degrés à l'intérieur et il fait 20 degrés à l'extérieur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va propulser cette boîte-là, où il fait donc, en état initial 20 degrés intérieur, on va le propulser dans un environnement où il fait à faire 30 degrés. Et en fait, sur les bâtiments passifs, on se rend compte que l'évolution va être assez lente. Et donc, vous aurez finalement un profil qui va être logarithmique comme ça, et qui est véritablement caractéristique de la constante de temps. Et au plus vous aurez une constante de temps qui va être importante, au plus cette courbe va être plate et au plus l'évolution de la température va être très 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 lente. Alors, la constante de temps, en fait, là, j'ai pris l'exemple d'une constante de temps de 100 heures, 100 heures, pardon. Et donc, ici, on voit que la constante de temps, finalement, ça correspond à 2/3 de l'évolution entre l'état initial et l'état final. Donc là, en fait, on évolue de 20 à 30 degrés. Donc, les 2/3, c'est à peu près un peu plus de 26 degrés, là. Et on retrouve cette constante de temps. Là, on voit en abscisse 100 et en ordonnée un peu plus de 26. Donc, ça se caractérise comme ça. Alors, d'un point de vue physique, ça se caractérise en fait avec la tangente au point 0 et l'intersection avec la consigne finale. Et donc, on retrouve en fait notre fameuse constante de temps. Donc, finalement, juste pour avoir en tête, c'est véritablement l'effet paquebot ou finalement le côté long à monter en température d'un bâtiment. Alors, qu'est-ce qui va influencer cette constante de temps en fonction de votre type de bâtiment? En fait, il y a 3 facteurs principaux. Le premier facteur, et qui est le plus important, c'est le mode constructif. Donc, le mode constructif, est-ce que vous êtes en tout bois? Est-ce que vous êtes en bois avec un petit peu d'inertie, avec des chapes, de la terre crue, des matériaux lourds à l'intérieur de votre système constructif? Est-ce que vous êtes en béton, par exemple? Autre élément qui va fortement influencer la constante de temps, c'est le taux de vitrage. Alors, pourquoi? En fait, les vitrages sont à peu près, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 6 fois moins isolant qu'un mur. Et donc, comme on a vu que la constante de temps dépendait de la résistance de votre bâtiment, au plus vous avez de vitrages, au moins vous avez de murs qui sont très bien isolés, donc moins de résistance. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important. Et aussi, ça va caractériser le côté nerveux du bâtiment. Au plus votre bâtiment va être vitré, au plus il va être nerveux. Donc, dès qu'il y a un petit peu de soleil, il va monter très fort en température, hein. Et le dernier facteur qui est un petit peu moins influent, c'est la compacité. Donc forcément, au plus vous allez développer des surfaces extérieures, au moins votre résistance sera importante. Et donc, si on fait une petite flèche d'évolution, voilà, vous avez, on a mis quelques exemples là où on a une maison passive qui est en tout bois avec peu d'inertie à l'intérieur, donc on a des constantes de temps qui sont à peu près de 130 heures. Une maison en maçonnerie 200 à peu près, et une maison tout en briques avec des planchers béton, enfin beaucoup de béton à l'intérieur, on est plutôt à 280 pour avoir des ordres de grandeur. Alors tout ça pour dire que la constante de temps va être un indice intéressant pour pouvoir caractériser finalement la résilience de votre bâtiment passif aux surchauffe. Et au plus votre constante de temps sera importante, au plus la dynamique en fait, de l'évolution des températures sera faible. Et donc, on a essayé de vous faire un petit résumé dans un tableau qui est ici. Alors, vous avez en fait, comment lire ce tableau-là? Vous avez sur les colonnes qui sont en haut, différents systèmes constructifs. Donc, un système ossature bois avec une paroi lourde. Donc, nous, on conseille, c'est vrai que dans les conceptions, on essaye d'avoir au moins une paroi avec de la masse. Donc, par exemple, une chape sèche, etc. Enfin, quelque chose qui apporte un peu plus d'inertie que l'ossature bois, juste l'ossature bois. Ensuite, on va crescendo dans l'inertie, donc ossature bois avec des compléments, avec des refends de terre crue, etc. Après, on est dans la maçonnerie, dans le béton cellulaire, bois massif, etc. Et à l'extrême, le tout béton. Donc, qui d'un point de vue carbone est discutable, évidemment, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on le lit donc, avec une inertie croissante en partie haute du tableau. Et sur le côté, en fait, on va regarder à résistance thermique croissante. Donc, en fait, les bâtiments qui vont être très vitrés et peu compacts auront une résistance thermique qui sera moins bonne, hein,
qu'un bâtiment qui est raisonnablement vitré et très compact. Et donc, l'objectif, avec les 3 couleurs qui sont ici, c'est de vous dire, bah voilà, les bâtiments qui sont en ossature bois avec peu d'inertie, qui sont fortement vitrés et peu compacts, vont être plus nerveux, vont avoir des comportements dynamiques au confort d'été qui vont être plus complexes à gérer. Donc, typiquement, c'est des bâtiments qui ont une constante de temps qui est assez faible et pour lesquels il va falloir avoir une gestion qui soit très très fine des protections solaires. Sinon, vous aurez des problématiques de confort d'été récurrents. Les bâtiments sur lesquels ça se passe à peu près bien, où on n'a pas trop de risques, c'est donc bâtiments constants de temps correct, donc c'est-à-dire des bâtiments qui sont en ossature bois, raisonnablement vitrés et d'une compacité moyenne. Donc là, avec une gestion classique des protections solaires, ça se passe bien. Et après, les bâtiments sur lesquels on a beaucoup moins pour le coup de contraintes, c'est des bâtiments à forte constante de temps qui vont avoir en fait une capacité à amortir l'ensemble des charges qu'on a vues tout à l'heure de manière statique, hein, que Franck vous avait présenté. Et donc là, on aura moins de sujets, moins de nervosité. Alors, par contre, quand même, c'est pas parce Oui, qu'on a un bâtiment, une maison passive qui est en béton qu'elle ne va pas surchauffer. Parce qu'en fait, le principe, c'est de laisser monter en température et de décharger la chaleur excédentaire la nuit, par exemple. Sinon, vous aurez un phénomène, ça va être le phénomène de la grenouille dans la marmite, c'est que ça va monter en température petit à petit, et à un moment donné, il fera trop chaud et ce sera trop tard. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a le côté aussi comportemental de devoir décharger le bâtiment. Je ne sais pas si Franck, tu voulais toucher 2 mots oui, là-dessus. tout à fait, effectivement, nuancé comme tu l'as fait, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui soit vert, et le schéma est très, enfin le schéma est parfait, avec une grosse constante de temps, une grosse masse thermique, les gens ne se rendent pas toujours compte qu'il est en train de chauffer. Et quand on se rend compte, il est parfois trop tard, d'où le symbole de la grenouille. Donc ceci est à nuancer aussi par le climat. Effectivement, une ossature légère qui serait là orange ou rouge, peut être viable si on est un petit peu en montagne ou qu'on garde des températures de fin de nuit qui sont fraîches. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que si on veut garder du confort sans climatiser, la journée, on va forcément laisser rentrer de la chaleur, même en étant passif, même avec une double flux. Donc ce peu de chaleur, il faut arriver à le stocker pour pouvoir le déstocker la nuit quand la température redescend en dessous de 25. Voilà, on y reviendra tout à l'heure aussi. Alors ensuite, quelques exemples de confort d'été en images. Comment ça se caractérise sur un projet concret? Donc, on a pris un projet qu'on a réalisé, là, qui est en l'occurrence, qui n'est pas une maison. Là, c'est un bâtiment tertiaire, donc c'est un IUT qui est à Roubaix, dans le Nord. Donc, alors, c'est un peu particulier parce que sur ce genre de bâtiment-là, on a des apports internes, donc typiquement dans les salles d'amphi ou les salles de travaux dirigés, on a des concentrations d'apports internes qui sont importantes. On a beaucoup de dégagements liés à l'occupation. Et par rapport à ça, on a donc des stratégies de confort d'été que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer, et qui peuvent être déclinées sur tout type de bâtiment passif. Alors, premier élément, on en a parlé, et c'est là où c'est prépondérant, c'est déjà se protéger du soleil, c'est très très important. Donc là, sur le projet, on a des stores tissus mobiles extérieurs pour pouvoir vraiment bloquer le rayonnement. Alors l'avantage, c'est que sur ces stores-là, en fait, c'est des stores qui sont micro-perforés de couleurs assez claires. Mais quand on les ferme, on a quand même encore un petit peu de lumière dans les pièces. Voilà, c'est toujours le compromis aussi entre se protéger du soleil et conserver un peu d'éclairage naturel, surtout dans les locaux d'enseignement où on a besoin d'éclairage naturel. Alors, une autre stratégie qu'on a mis en place, c'est la ventilation naturelle. Alors, le but pour nous, ça a été de balayer les salles de classe et de transférer l'air chaud dans la circulation et ensuite de l'évacuer. Alors, très concrètement, comment est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis en place des impostes qui sont motorisés. Donc, on va ouvrir en fait en soufflet côté intérieur. Alors, vous voyez, il y a une sorte de petit bardage qui revient devant la fenêtre là. C'est pour faire grille anti-volatile pour le coup, pour protéger l'ouverture aussi, pour éviter les intrusions finalement hein, dans le bâtiment. Donc on ouvre les salles de classe comme ça, et ensuite on va venir transférer, donc au-dessus de la porte en fait, d'entrée de la salle de classe, on a une imposte qui est motorisée et qui permet en fait de transférer l'air dans la circulation.
Alors, cette circulation, en fait, elle est pas comme sur le schéma que vous voyez ici. C'est une circulation qui est un petit peu particulière puisqu'elle débouche sur un grand atrium central. Et dans cet atrium-là, vous avez finalement une verrière qui est ouvrante, qui permet en fait de virer toute la chaleur, donc le bouchon de chaleur, et aussi de créer un effet de tirage thermique qui est très très intéressant et qui va faire qu'on aura une ventilation naturelle qui va être très très efficace. Alors voilà ce que ça donne en photo hein, dans une salle d'amphi. Donc là, vous voyez, il y a quelques ouvrants, des impostes qui permettent justement de brasser l'ensemble de l'amphi. Les ouvrants dans les couloirs, et après les couloirs sont directement connectés à l'atrium que vous voyez ici, et l'atrium après qui s'ouvre pour pouvoir faire la ventilation naturelle. Donc ça, c'est une stratégie nocturne, hein, donc il n'y a plus personne dans les locaux, on ouvre et on ventile. Alors, on a une autre stratégie pour pouvoir maintenir justement le bâtiment en température sans système de climatisation, c'est une centrale de ventilation. Donc là, vous voyez, c'est une grande centrale de ventilation, hein. Donc on est sur des beaux, voilà, c'est pas la centrale qu'on peut retrouver dans une maison individuelle. Là, on est plutôt sur du 20 000 m3. Ces centrales-là, en fait, sont équipées d'un système qu'on appelle système adiabatique. Donc, c'est un système qui permet d'apporter de la fraîcheur aux alentours. Enfin, c'est des puissances qui sont relativement intéressantes. On est aux alentours de 15 watts au mètre carré en puissance de froid. Alors, c'est un système qu'on appelle adiabatique. Alors, en fait, par rapport à une centrale de ventilation classique, vous avez un échangeur de manière classique, comme ce que vous voyez ici sur l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un système, donc on appelle ça un média, un système dans lequel on va venir vaporiser de l'eau. Alors, il y a une propriété très intéressante physique de l'eau, c'est que lorsque on vaporise de l'eau et que l'eau passe de l'état liquide à l'état vapeur, à l'état gazeux, en fait, ça pompe de l'énergie dans l'environnement. Donc, c'est-à-dire que le fait de vaporiser de l'eau ici, on va venir refroidir l'air qui est extrait du bâtiment et on va gagner de la fraîcheur. Et en fait, cette fraîcheur-là va être cédée à l'air qui va être ressoufflé dans le bâtiment. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un système adiabatique indirect, parce qu'on ne va pas humidifier l'air qu'on va souffler dans le bâtiment, on va humidifier l'air qui est extrait et récupérer cette fraîcheur pour pouvoir souffler un air qui est plus froid. Ça, c'est vraiment intéressant. Et si vous êtes curieux, vous avez envie d'aller voir des éléments complémentaires sur ce genre d'application, sur comment finalement on transfère de l'énergie sensible à l'énergie latente, je vous renvoie à un webinaire qui était intéressant sur le système adiabatique qui a été fait par l'AICVF. Donc là, c'est une image de ce webinaire-là. Ce sont des solutions qui sont pour le coup intéressantes, et surtout si vous avez un système de récupération d'eau de pluie qui vous permet de ne pas consommer d'eau de ville, et c'était le cas sur l'IUT de Roubaix. Alors maintenant, on va parler de concret, des retours de mesure, du graphique, voilà, du retour de la vraie vie. Et je laisse Franck parler du projet dans le Var. Voilà, donc là, c'est une maison qui a été construite en 2014 ou 2015, qui est vers Toulon, donc dans le Var, très proche de la mer. Elle est labellisée Passive House Premium et on a fait partie de la conception. Elle est très spéciale. Alors extérieurement, elle se fond dans la masse des maisons du coin avec des volets bleus, des ouvertures traditionnelles, des volets comme toutes les maisons du coin, mais elle est faite différemment. Elle est majoritairement en béton avec du polystyrène extérieur, hein, c'était le souhait du client, même si nous, on travaille beaucoup plus sur les matériaux naturels et la paille. Et elle a même une dalle en béton au plafond. Donc, c'est des combles perdus et le plafond du premier étage est en béton. Voilà. Alors, on a eu tous les enregistrements. Ça, c'est des enregistrements, c'est de, je crois, l'année 2017. Et on voit du 1er mars au 31 août, on va voir les températures. Mais bon, je vais rezoomer après sur les périodes très chaudes, mais on voit assez rapidement qu'on n'a quasiment pas dépassé le 25 degrés à l'intérieur, même quand on est monté à 38 degrés à l'extérieur. Donc, on a un graphique après qui est plus précis. Hop, oula. Pardon. Voilà. Donc, il y avait des questions sur le PHPP. Oui, donc voici. On avait
nous dit qu'on voulait ne pas descendre en dessous de 22 degrés. 22 degrés, c'est donc quand on va rafraîchir les nuits d'été, s'il fait 25, on rafraîchit jusqu'à 22. On ne laisse pas redescendre la température jusqu'à 18, même si c'est possible à certains moments quand la nuit est fraîche. On s'aperçoit qu'en été, finalement, les gens ne supportent pas des températures trop fraîches et 22 est un bon seuil. Certains laisseraient redescendre jusqu'à 21, d'autres laisseront à 23. C'est vraiment ce qu'on constate, nous, dans le comportement des gens. Quand on a mesuré, donc à droite, vous avez les mesures, on s'aperçoit qu'ils ont effectivement, à part quelques heures peut-être en fin de nuit, mais sur tout l'été, on n'a pas eu plus de 8 heures à moins de 19 et 21 heures à moins de 20. Donc, c'est bien, ça correspond bien au fait qu'ils ont, vers 21-22, naturellement refermé les fenêtres en fin de nuit, dans la matinée. On avait été un peu conservateur, c'était notre premier bâtiment dans un climat aussi chaud. Alors, c'est une maison passive qui a une double flux et du triple vitrage. Alors, on aurait pu être passif avec du double et une simple flux, vu le climat. Mais c'était vraiment le choix du client d'être sans chauffage et sans clim. Donc, il n'a pas de chauffage non plus, pas de climatisation. Et donc, pour ne pas climatiser, il faut vraiment chauffer le moins possible. Et comme on l'a montré, la simple flux et le double vitrage auraient conduit à des surchauffes. On avait été conservateur, on avait calculé avec une inertie un peu plus faible, un peu moins de masse. Je crois qu'on n'a aussi pas compté la dalle du plafond. Et donc, on était sur 2 degrés d'augmentation de la température intérieure. Et qu'est-ce qu'on a mesuré? On voit que finalement, dans une période de canicule, on ne prend que 0,5 degrés par jour. Donc, si on démarre la canicule à 22-23, on peut déjà durer 6 jours de canicule sans être à 25. Vous voyez, donc on est assez résilient. La fréquence de surchauffe au-delà de 25 degrés, ben, on l'avait calculé, dans le PHPP l'a calculé à 8%, et en fait, on est en réel à 3%. Alors ça, c'est toujours difficile d'estimer parce qu'on ne sait pas exactement combien il y aura de personnes dans la maison, et PHPP, lui, prend des valeurs par défaut. Là, c'était un couple, ils n'étaient que 2. Donc, ils ont eu des bien meilleurs résultats que prévu. Et d'autre part, leur comportement a été aussi de fermer les volets parfaitement au bon moment. Voilà. La constante de temps qui est visible dans le PHPP, enfin visible, elle est un petit peu cachée, je crois, de mémoire, c'est la cellule R117 ou dans la feuille chauffage. Non, dans la feuille, si, dans la feuille chauffage. Enfin bon, on corrigera sur la discussion. On l'avait estimée à 160 heures. En fait, elle est, quand on la mesure sur les courbes réelles, de 200 heures. Donc, on est sur une grosse inertie. Voilà. On avait bien sûr une surventilation nocturne, mais sinon, le client n'a même pas de puits canadien. Hein. Voilà, donc juste une excellente double flux. Donc, vous voyez qu'on était monté, on a quand même eu une période très très chaude, donc du 1er au 8 août 2017, on est sur du 43-44 extérieur. Mais ce n'est pas tellement ça qui fait la différence. Ce qui fait pour moi la différence, c'est la température en fin de nuit. Vous voyez ce que j'ai entouré en rouge. Si la température ne redescend qu'à 26 ou 27 à 7-8 heures du matin, ou 6 heures du matin, au moment le plus frais, vous n'avez aucun potentiel de rafraîchissement. Voilà. Donc, vous démarrez la journée suivante en n'ayant pas pu redescendre la température suffisamment. Vous voyez, tous les jours d'avant, on a pu la redescendre à 22 ou 23, et ce jour-là, à cause d'une température extérieure forte, ben, on ne peut pas la redescendre en dessous de 25. Et ce sont les jours où la maison a dépassé les 25 degrés. Voilà, c'est une nuit très chaude. Alors ça arrive quand le temps se met à changer, après l'anticyclone, d'avoir des vents de sud-sud-ouest qui apportent énormément de chaleur. En général, ça ne dure pas, puisqu'au bout de 1, 2, 3 journées, on a des orages et la température redescend. Mais maintenant, on voit malheureusement dans le sud-est des vagues
comment dire, ces phénomènes arrivaient à durer 3 jours de suite, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. On voit ici que ça a été le cas. Au bout d'une journée, on a eu des orages et la température est retombée. Et on voit que le jour d'après, on a pu retomber même à 19, enfin, c'est retombé à 19 en fin de nuit. Et donc, la maison est retombée à 25 relativement rapidement. Voilà. Alors, moi, je vais changer un petit peu de registre. Donc, je reprends en fait l'exemple de l'unité que je vous ai montré dans les exemples de protection, enfin de stratégie de confort d'été, et notamment sur la canicule. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est l'année 2019 où on a eu des sacrées canicules avec des températures vraiment extrêmes. Et donc, voilà, on a pas mal parlé dans les journaux. Hein, voilà. Et donc, c'était intéressant de regarder ce qui s'était passé sur l'IUT, où on regarde la frange du coup de juin à septembre. Alors, globalement, pour l'IUT, c'est plutôt une occupation qui s'arrête en fin juin. Donc, on va regarder plutôt le premier grand pic là, que vous voyez qui est en plein milieu de la diapo pour voir un petit peu comment ça s'est comporté. Puisqu'après, en fait, on a des occupations qui sont plus relâchées. Il y a quand même encore un petit peu d'occupation dans l'IUT, il n'est pas fermé, mais c'est plutôt l'administratif et quelques personnes qui sont là, donc beaucoup moins finalement de concentration d'étudiants. On a fait un échantillon, vous voyez, en fait, la GTB, on monitore tout plein de salles, mais l'idée, c'était de voir, voilà, de prendre des salles un petit peu représentatives, à la fois des salles de travail, des salles de TD, des salles d'informatique, etc., pour avoir quelque chose, une vision un petit peu globale et représentative. Et donc, quand on zoome sur cette période-là, on voit, donc il y a des moments où on frise les 40 degrés. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, le bâtiment, au global, il est relativement stable, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en tête en disant, bah, avec les fortes occupations plus les fortes chaleurs, on va avoir des montées en température qui vont être très fortes. Donc là, finalement, la double stratégie donc de faire de la ventilation naturelle nocturne en profitant de la fraîcheur des nuits, donc on descend souvent en dessous de 20 degrés, voire même bien en dessous, plus traiter finalement, essayer de combattre une partie des apports internes avec le système adiabatique en journée. Donc finalement, c'est le couple de ces deux stratégies qui est relativement payant. On se rend compte que le bâtiment est relativement résilient, même sur des journées où on monte à plus de 30 degrés systématiquement. Voilà, on arrive à avoir des conforts qui sont maintenus dans le temps sur l'ensemble du bâtiment, sur toutes les typologies de pièces. Et si on fait un focus, par exemple, ici, sur une journée où on a frisé les 40 degrés, ben, on se rend compte que bon, dans la salle de classe, il fait au pire 26 degrés, donc ce qui reste relativement confortable dans des conditions, encore une fois, assez exceptionnelles. Si on regarde là, donc, un autre pic, là on est monté à 45, ce qui est quand même très très haut. Donc c'est pareil, en fait, on retrouve un comportement qui est similaire avec une assez forte stabilité du bâtiment. Où on a alors là, on monte un petit peu plus fort quand même dans certaines salles, mais globalement, on reste relativement stable. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que même lorsque la température descend, sur ce genre de bâtiment-là, on a des très très fortes constantes de temps, parce que le bâtiment est tout en béton. Et donc, il va mettre, à la fois, il va mettre longtemps à monter, il va mettre aussi longtemps à descendre. Et c'est ce qu'on voit en fait sur la dernière partie du graphique, où finalement, on voit que là, les courbes commencent à diminuer, mais ça va être assez long. Pour la partie bureau, bon, c'est à peu près pareil. En fait, on se rend compte qu'il y a toute une aile administrative, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, où finalement, c'est pareil, on a des stabilités qui sont très très fortes. Là, on voit bien en fait le trend qui est en gris, là, de la température intérieure, où finalement, le bâtiment il bouge très très peu, malgré quand même des pics qui montent assez fort. Là, on voit au milieu et puis après en deuxième partie à 45 degrés, quasiment 40 degrés. Donc, on arrive à maintenir un confort d'été très satisfaisant, malgré le fait qu'on ait des apports internes qui sont sans commune mesure hein, par rapport à des maisons finalement en bureau et notamment en journée.
Alors là, on vient de voir la maison que j'ai montrée qui était avec une très très grosse inertie, hein, béton plus ITE, et puis l'IUT aussi, donc des maisons qui montent doucement mais qui descendent doucement. La maison qui était à Toulon, elle a un confort qui est quasiment parfait et elle a, je vous rappelle, ni chauffage ni clim. Alors la maison que je vais vous montrer, c'est une réno, donc c'était plus délicat. Et elle est vers au sud de Valence, donc c'est aussi un climat plus chaud, mais pas tout à fait méditerranéen. Donc voilà, elle était bien exposée, le client l'a achetée, il voulait la détruire, après il s'est aperçu que finalement, on pouvait réutiliser au moins les fondations, les parpaings, tout ce qui était qui avait de l'énergie grise finalement. Et donc, il a été choisi pour cette maison une ITE en paille. Voilà. Donc, on va avoir les parpaings à l'intérieur, une dalle en béton, une ITE en paille et le toit a été surélevé puisqu'on a isolé le sol. On a dû enlever l'ancien toit et faire un toit plat qui est isolé en paille. On le voit sous les bâches noires. Donc là, vous voyez la vue du sud. Vous voyez 3 grandes baies vitrées coulissantes. Smart Twin top triple vitrage. Voici la maison finie. Et vous voyez qu'il n'y a pas on n'a pas de store sur les baies vitrées. Il a choisi de mettre une casquette. On était, nous, assez sceptiques sur la casquette et on doit reconnaître qu'il serait mieux d'avoir des volets. Parce que la casquette est très, très compliquée à gérer en passif ou même en bioclimatique. Si vous mettez votre casquette pour que l'été soit bon, l'hiver, vous vous pénalisez beaucoup. Voilà, vous allez augmenter la consommation d'hiver. Pourquoi? Parce que le soleil est centré sur le 21 juin. Donc, il a le 21 mai et le 21 juillet le même trajet. Mais il a aussi le même trajet le 21 avril et le 21 août. Or, le 21 août, vous voulez probablement 0 apport solaire, alors que le 21 avril, selon le climat, vous en voulez encore un petit peu. Voilà. Donc, la casquette est toujours un compromis un peu bâtard, et d'autant plus que le matin et le soir, ça passe sous la casquette. Alors néanmoins, cette maison se comporte très bien. En tous les cas, elle répond complètement aux objectifs des clients qui sont très contents, mais on dépasse les 25 degrés de temps en temps. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est aussi des périodes très chaudes hein, où on monte à 38 degrés et où les nuits ne redescendent pas. Hein. Là, on voit qu'il y a des nuits où ça descend à 24, 24, 23 et 24,5. Donc, c'est ça qui nous pose le problème, c'est qu'on n'arrive pas à redescendre la maison en fin de nuit, même en ouvrant toutes les fenêtres, en dessous de 25 degrés. Donc, cette semaine-là, alors il y a des BSO hein, pour les chambres, c'est juste la grande baie vitrée du séjour qui n'est pas occultée, mais on voit qu'on peut monter jusqu'à 26 ou 27 degrés à l'intérieur, mais c'est vraiment la semaine la pire. Donc là, on aurait gagné à avoir une occultation, à pouvoir filtrer le diffus et filtrer 100% du solaire sur la grande baie vitrée. Si on prend maintenant les semaines de 2019, donc les 2 semaines dont parlait Clément, pour moi, les références, c'est la dernière semaine de juin et la dernière de juillet. C'est là qu'on a eu les plus grandes températures. Et là, on voit qu'il est monté à 40 degrés. Voilà. Et effectivement, avec des températures la nuit qui, là, sont même pas redescendues en dessous de 25. Donc, impossibilité de bien rafraîchir la nuit. Et donc là, on a des fois dépassé les 25. Alors moi, je considère que 25 degrés dans une maison, si on a une activité calme, c'est tout à fait confortable. Ça dépend effectivement des habits qu'on a. Ceux qui vivent à poil à 25 ne ressentent pas de surchauffe. Si on a un costume cravate, c'est moins sûr. Et on voit que dans les chambres, oui, on a eu des dépassements. Voilà. Alors on peut montrer, j'ai mis les taux de CO2 en bas, ça montre que la maison était occupée. Voilà, on n'était pas dans une maison vide, on avait une occupation permanente, donc on avait des apports internes, des volets qui n'étaient pas fermés à 100%, et puis la personne travaillait dans son bureau, donc ordinateur, présence et ainsi de suite. On voit, mais le CO2 ne dépasse pas trop les 1000, donc ça c'est plutôt
bien réglé. Donc, juste avant de passer la parole à Clément, la stratégie de garder un bon confort d'été sans clim, c'est vraiment de pouvoir stocker la chaleur qui ne manque pas de rentrer en journée, de la stocker dans beaucoup de parois, mais vue de l'intérieur. C'est pour ça que l'ITI est mauvaise. C'est pour ça que le déphasage sert peu. Il faut la stocker depuis l'intérieur dans des parois nombreuses parce que sinon l'onde de chaleur ne peut pas pénétrer dans ces parois. Et ensuite, la nuit, il faut pouvoir faire ressortir dès lors que la température extérieure est plus fraîche. Vas-y, Clément. Alors, ouais, donc là, je vais vous parler d'un bâtiment de bureau. Donc, c'est un bâtiment de bureau passif donc, qui est situé près de Nantes, à Couëron. Et où là, on est sur une conception qui est un petit peu plus classique, quoique quand même, puisqu'on est sur un bâtiment là qui dispose d'un système de rafraîchissement. Alors, je ne dis pas de climatisation, puisque en termes de puissance installée, on est sur des puissances qui sont relativement faibles. Alors, c'est une pompe à chaleur, en fait, RO, qui fait le chauffage en hiver, mais qui est connectée en fait, à des panneaux rayonnants. Et pour éviter qu'il y ait de la condensation au niveau des panneaux rayonnants, en plus, ils ne sont pas très nombreux, ces panneaux rayonnants, puisqu'on est en passif. L'ordre de grandeur qu'on a en termes de puissance froid, c'est à peu près entre 10 à 15 watts au mètre carré à tout casser. Alors que quand vous avez des climatisations qui sont installées dans des bureaux classiques, des splits, voilà, des systèmes assez traditionnels, on est plutôt en ordre de grandeur à 40 à 50 watts au mètre carré. Donc, vous voyez, il y a quand même une assez grosse différence. Donc, c'est pour ça on parle plutôt de rafraîchissement, plutôt de climatisation d'un point de vue traditionnel. Et donc là, pareil, en fait, on a fait un petit peu, on vous montre un petit peu des pièces en échantillonnage, des open space sur différentes orientations, des bureaux, des salles de réunion, etc. Et on regarde ce qui se passe là pour le coup sur l'année 2020, donc à des moments finalement où la température est montée un petit peu plus haut. Alors, on a eu, alors très probablement en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que en fait, la clim, elle ne marchait pas. Il y a eu des problèmes sur le bâtiment. La clim, elle ne marchait pas et on a des soupçons comme quoi la clim a de nouveau fonctionné plutôt sur la deuxième partie là, du graphique. On amorce en fait une descente au niveau des graphes avec les différentes couleurs. C'est assez sympa de constater que finalement, même sans climatisation, qui était une stratégie pour le coup sur laquelle on comptait, hein, en plus des systèmes de protection solaire extérieure, on se rend compte que le bâtiment, il n'a pas beaucoup bougé. On est quasiment resté tout le temps en dessous de 25 degrés. Et là où on voit que ça a déconné, c'est que potentiellement, les températures la nuit étaient relativement fraîches, mais le bâtiment a continué à monter. Donc là, potentiellement, il y a eu euh, voilà, on s'est dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Et finalement, on a résolu le problème et ça s'est rentré dans l'ordre. Donc c'est assez marrant parce qu'on a finalement la résilience des bâtiments passifs fait que on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un dysfonctionnement là sur le projet. Et donc, voilà, si on zoome un petit peu sur cette période-là, on se rend compte qu'on est bien en dessous des 25 degrés dans la majorité des cas. Et on voit que lorsque la température augmente sur là, en l'occurrence 2 jours, donc c'est pas très long, hein, on voit que ça ne bouge pas, quoi. Évidemment, quand on rezoome, on montre bien. En fait, je montre différents graphiques parce qu'en fonction de la présentation, parfois on voit un petit peu mieux, mais là, on voit bien que ça reste relativement homogène et en dessous de la barre un peu fatidique de 25 degrés, ce qui est tout à fait confortable. Autre exemple, là c'est un bâtiment de logement collectif qui est vraiment en cœur de ville à Lille, 30 logements sociaux pour un bailleur social qui est très engagé là, sur le passif, en l'occurrence Villaogia. Cette résidence-là, en fait, ce qui était intéressant de voir, c'est que bon, la rue est relativement animée, on va dire ça. Donc, c'est pas forcément facile de faire de la ventilation naturelle en laissant les fenêtres ouvertes toute la nuit. Pour autant, ce qui est intéressant là, c'est que sur la constante de temps, on est sur des constantes de temps qui sont très élevées puisqu'il s'agit d'un bâtiment tout béton, isolé par l'extérieur. Et un truc qu'on voulait vous partager, c'est donc quand on regarde la température extérieure, donc là c'était l'année dernière, donc on n'a pas eu forcément des très très grosses chaleurs, mais par exemple le 17 juin, on est monté à 30 degrés, ce qui est bon, voilà, c'est pas très très violent. Mais un truc qu'on voulait vous montrer, c'est que
le pic de chaleur, en tout cas le maximum de la température qui va être atteinte à l'extérieur, ne correspond pas forcément au pic qu'on va constater à l'intérieur. Et ce phénomène de constante de temps, de décalage en fait de température qui est lié finalement à la masse et à la résistance du bâtiment, vous voyez que le pic à l'intérieur, lui, il intervient quelques jours après. En fait, on a un décalage. Donc, le bâtiment, il monte gentiment, il continue un petit peu à monter. On atteint le pic qui est un petit peu en décalé par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et après, on commence à redescendre tout doucement. Donc ça, c'est sur un logement. On le constate également sur un autre logement où, en fait, on n'a pas, quand vous regardez les deux flèches bleues, là, on n'a pas forcément la correspondance entre le pic extérieur et le pic intérieur. Ça va se décaler très légèrement dans le temps. Donc voilà, donc on atteint même pas 26 degrés dans ces logements-là, puis après ça redescend. On pense que là, globalement, au vu du contexte urbain, là, on n'a pas trop la possibilité de faire de la ventilation naturelle intensive la nuit. Pour autant, ça marche quand même bien, quoi. Et Franck, je te laisse la main sur cette maison que tu connais bien, je pense. Ouais, alors. Oui, effectivement, c'est ma maison et donc c'est un exemple, pas forcément de ce qu'il faut faire. Enfin, ça sera c'est le choix de chacun. Moi, c'est une maison qui n'a qui a une constante de temps très faible. Elle n'a aucune inertie intérieure, hein. Donc, le plancher est en bois avec de la ouate de cellulose, poutre en I, ouate de cellulose. Les murs sont en paille, mais sans enduit terre. Ma femme n'en voulait pas. Et en haut, on a aussi de la ouate de cellulose et de la paille. Voilà. Donc, très isolé, oui, triple vitrage, ça c'est sûr, double flux, mais aucune masse. Alors, comme je disais, ça dépend du climat, du comportement. Nous, on est dans la petite montagne, dans le Jura, donc on a déjà, hop, voilà. Si on regarde même cette semaine de fin juin, qui était la plus chaude, hein, c'est la même que la maison que je vous ai montrée vers Valence, hein. Ben, on a, nous, la nuit, plutôt 17, 18, 19. On monte à 20, 21 certaines nuits, fin de nuit, hein, c'est le cercle rouge, là où on monte à 20, 21. Et donc, ça nous permet de rafraîchir. Donc, on n'a pas du tout comment dire, la même problématique et le manque d'inertie est corrigé par cette capacité finalement de rafraîchir chaque nuit. Voilà. Mais il est évident que si on avait des nuits, 2 ou 3 nuits à 25, notre maison, elle prend plutôt 2 degrés par jour et donc on aurait au bout d'un moment plutôt 27 ou 28 dedans, hein. Voilà. On voit que les humidités remontent la nuit jusqu'à 90-95%, hein. On peut même avoir de la rosée encore. Voilà. Mais on n'est qu'à 400 mètres, hein, mais on n'est pas en plaine dans la Bresse, on est déjà dans la petite montagne. Donc si maintenant on continue d'examiner à l'intérieur cette semaine chaude, hein, qui était moins chaude dans le Jura qu'à Valence, mais ce n'est pas une grande surprise. On voit que dans le séjour, finalement, on n'a jamais dépassé peut-être 24,3 le vendredi 28 ou 24, oui, ou 24 et quelques le samedi 29. Donc finalement, le résultat est excellent. Alors il est excellent parce qu'on ventile bien la nuit. Vous voyez que chaque nuit, on fait redescendre en gros à 21 la température. Alors ça, c'est la température de l'air qui est mesurée par le capteur et pas celle des parois, hein. On va zoomer après sur une journée pour mieux voir le comportement heure par heure. Je vous ai mis juste les taux de CO2 parce qu'on voit qu'on est resté, les taux de CO2 étaient relativement faibles. On a aussi des fois aéré, alors beaucoup la nuit, même des fois un peu la journée, mais plutôt quand il faisait moins chaud en fin de matinée. Voilà. Et le sonomètre, ça prouve qu'on était bien là. On était bien même dans la maison. Alors, hop. Dans le séjour, c'est parfait. Maintenant, je passe à la chambre. Dans la chambre, effectivement, on monte à 25 le vendredi 28 ou même à 25,5 peut-être dans la nuit du dimanche au lundi.
Moi, ça ne me pose aucun problème de dormir à 25, mais je sais que ma femme ou certaines personnes, bon, à 25, dorment un petit peu moins bien. Enfin, les voisins avaient 28 hein, dans leur maison, même en pierre. Et je peux comparer puisque nous, notre maison de famille est à 2 kilomètres, une maison en pierre. Et effectivement, les premiers jours de la canicule, elle était beaucoup plus confortable, la maison en pierre. Mais après la deuxième canicule, ils avaient 28 et la pierre était à 28, ce qui était extrêmement pénible. Voilà. Donc l'inertie, attention, c'est positif quand on sait la gérer, le paquebot. Mais le paquebot, quand on l'a laissé dériver, on a beaucoup plus de peine aussi à en reprendre le contrôle. Hein. Donc ça, c'est une question de comportement, je dirais presque de mode de vie. Des gens qui ont une vie très régulière, qui aiment bien planifier, anticiper, qui veulent surtout pas surchauffer, qui angoissent s'il y a une surchauffe, ils vont privilégier la grosse inertie. Des gens qui sont plus insouciants, qui vivent plus dehors, bon, ils vont laisser chauffer, ça chauffe un peu, mais ils récupéreront le contrôle en aérant beaucoup plus vite. Voilà. Donc c'est le comportement aussi qui a une importance. Et c'est pour ça que le tertiaire est très différent, parce que les comportements en tertiaire, que ce soit dans un IUT, dans un bureau, il n'y a personne la nuit pour ventiler, les comportements sont variés. Donc, ce sont des choses, nous, auxquelles on fait attention quand on fait du conseil sur ces sujets, c'est de bien comprendre comment dire, la vie réelle, la vraie vie, comme disait Clément. La simulation est toujours avec des hypothèses. Est-ce que les hypothèses qu'on a prises de taux de ventilation, de fermeture de volets, d'éclairage intérieur sont bonnes ou pas? C'est très important parce que si on a fait une simulation qui dit qu'il n'y a pas de surchauffe mais que nos hypothèses sont mauvaises, le résultat sera mauvais. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans la chambre heure par heure, toujours sur cette même semaine de canicule, hein, j'ai pris la journée la pire, je pense le vendredi, enfin je ne me souviens plus. On voit donc qu'on est monté dans la chambre à 25,3 et la température extérieure à minuit déjà a commencé à baisser en dessous de 25. On le voit dans le graphique de droite en haut. Hein, et va baisser jusqu'à 18, 18,5. Et donc, on voit que vers 1 heure du matin, probablement, on a dû ouvrir grand la fenêtre. Donc là, on voit le CO2 qui retombe de 750 à 550. Alors, certains ont posé la question, est-ce que la ventilation suffit à rafraîchir, puisque la ventilation devrait passer en bypass et devrait donc souffler de l'air frais. Alors oui, elle le fait, mais les débits de ventilation, chez moi, ils sont calculés pour le nombre de personnes et on est en général aux alentours, c'est ce que j'ai mis, je crois, dans la discussion, plutôt entre 0,2 et 0,5 volumeur, ce qui correspond entre 80 et 150 mètres cubes heure. Si on voulait vraiment rafraîchir, comme on rafraîchit en ouvrant des fenêtres ou en faisant un courant d'air, on est plus sur 1, 1,5, 2, 3 volumeurs s'il y a du vent. Donc la ventilation, oui, elle participe, mais à moins de l'avoir surdimensionnée, comme on peut le faire en tertiaire, et Clément l'a montré, à moins de l'avoir surdimensionnée, en habitat, elle ne suffit pas. Voilà. Donc on voit la température de la chambre redescendre voilà, régulièrement. Vers 6-7 heures du matin, elle atteint 22,5. Et là, on a dû fermer la fenêtre, effectivement. On a peut-être aussi le soleil qui commence à taper sur la fenêtre, puisque c'est une chambre est. Donc, on a dû refermer d'abord le volet et sûrement la fenêtre. Alors ensuite, on n'y était plus, ce qui explique que le CO2 continue de baisser. Et on voit, dès qu'on a fermé la fenêtre, dans le graphique de gauche en haut à gauche, que la température commence à remonter. Voilà. Alors, elle remonte, on pourrait dire, assez vite. Ça ne veut pas dire que la maison reprend réellement 2 degrés en température opérative, parce qu'il y a une partie qui est due au fait qu'on a rafraîchi l'air. Ça, l'air n'a pas de masse, donc il se rafraîchit très vite. Mais nos parois, on n'a pas réussi à les rafraîchir à 22,5. Alors là, j'ai pas de capteur permanent sur les parois,
Mais il serait intéressant peut-être d'en mettre un et peut-être qu'on se serait aperçu que les parois intérieures étaient encore à 23,5, 24. Hein. Donc finalement, dès qu'on referme la fenêtre, on remonte assez vite vers 23,5, 24. Et puis ensuite, on va continuer à prendre 1,5 degré dans la journée. Voilà. Donc, globalement, le confort est très bon. Hein. Ma femme dort quand même très bien. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'une chambre, on voit plus de différences de souhaits et de souhaits différents selon les gens, plus de différences de comportement. Et qu'il faut, pareil aussi, comme on parlait des habits en journée, ça va dépendre du drap. Il y a des gens qui ne supportent pas de dormir sans drap ou sans avoir quelque chose de lourd par-dessus eux. Ceux-ci, ils seront bien sûr malheureux avant les autres. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on en a fini avec la présentation. Merci de votre attention à tous. On voit que finalement, il y a toujours 150 personnes, donc ça n'a pas baissé. Et maintenant, place aux questions et aux échanges. Rapidement, je vais essayer de résumer les questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse dans le chat pendant votre intervention. Il y a eu plusieurs questions et réactions qui concernent les isolants biosourcés et leur capacité de déphasage. Je vois plusieurs personnes qui étaient surprises. Je pense qu'il y a peut-être une confusion entre le déphasage et l'inertie. Donc, je sais que Franck, tu avais nommé le fait que 1000 watts sans déphasage, c'était plus que 300 watts en déphasé. Peut-être que vous pourriez un peu approfondir le sujet pour que ce soit clair pour les personnes qui nous écoutent. Oui, alors le déphasage, je vais supposer que tout le monde sait ce que c'est. Je peux peut-être le résumer en 20 secondes. C'est de penser que s'il fait 40 ou 35 dehors la journée, le mur ou la paroi va déphaser, c'est-à-dire qu'elle va absorber de la chaleur et mettre du temps à la transmettre à l'intérieur. Donc ça, c'est un phénomène que je ne conteste pas. Hein, il existe, ce déphasage de la paroi. Maintenant, ce qui est discutable, c'est son impact finalement, parce qu'on a montré, je ne sais pas, dans l'exemple de la maison passive, le flux qui passait par les murs était peut-être de 200 ou 250 watts. On va finalement avoir moins de puissance qui va arriver si on a un déphasage parfait de 12 heures. Et au moment de la journée, on n'aura peut-être que 50 watts au lieu de 200. Mais on ne gagne qu'une petite partie parce que les autres flux, à part le flux du plafond et du mur, pour moi, les autres ne sont pas déphasables. Ce qui arrive par les vitres ou ce qui arrive par le soleil, les rayons solaires diffus ou autres, c'est directement lié à la température extérieure. Les vitrages n'ont aucun déphasage. La ventilation n'a aucun déphasage. Les apports internes ne sont pas déphasés au moment où ils y sont. Donc finalement, on va déphaser un flux qui représente qu'une petite partie du flux. Je n'ai pas dit que le déphasage n'avait aucune importance, mais pour moi, il a une importance suffisamment limitée pour que finalement, on ne s'en occupe pas. Voilà. Autant s'occuper de réduire les apports internes et de mieux filtrer le reste. Ce qui est important, ce n'est pas le déphasage d'un mur, c'est au final d'arriver à retarder la montée de chaleur dans l'ensemble de la maison. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va plutôt s'intéresser, on a fait que des mesures globales et la constante de temps, elle explique un peu l'inertie de la maison entière, voilà, le comportement de la maison.
Alors, chez moi, j'ai mis de la laine de bois haute densité, mais je ne l'ai pas mis pour une question d'évasage, je l'ai mis pour une question de pouvoir souffler de la ouate derrière ou des questions de résistance ou voilà, d'autres questions. Donc, c'est vrai que ça choque toujours quand on parle, quand on dit que le déphasage a peu d'importance, mais le concept, c'est vraiment de stocker la chaleur depuis l'intérieur dans la journée et donc avec des surfaces d'échange qui sont comment dire, grandes, parce que l'onde, ce qu'on appelle la diffusivité, la chaleur qu'on a en trop, elle ne va pas pénétrer sur 10 cm dans du béton. En général, on estime plutôt à 3-4 cm maximum. Donc, il vaut mieux avoir dans une maison paille des enduits en terre crue de 4 cm sur tous les murs que d'avoir un gros mur en terre crue derrière le poêle qui fasse 1 mètre cube. On aura peut-être la même masse, mais la même masse et la même capacité calorifique, la même capacité de stockage de chaleur, mais on ne sera pas capable de pénétrer dans cette masse. L'onde de chaleur ne pourra pas pénétrer plus de quelques centimètres. Et donc, on aura une faible capacité d'échange et on aura moins de confort. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Merci Franck, parce que ça répond justement à une autre question que j'avais observée qui concernait la question était quelle serait la masse à apporter pour avoir une inertie suffisante dans une maison à ossature bois. Du coup, tu y as répondu en partie en précisant que seule la masse, il n'y a pas que la masse qui est importante, mais aussi sa répartition et son accessibilité. Voilà, alors si on met une chape de 6 cm en terre crue ou en ciment et 4 cm d'enduit plutôt lourd, hein, même si c'est du chaud chanvre, il y a beaucoup plus de chaud et très peu de chanvre, ou que chaud et autres, ou terre crue, ça suffit. Voilà. Dans les maisons paille, il n'y en a aucun problème avec ça. 4 cm sur tous les murs et éventuellement sur la dalle. Par rapport à ça, ce que tu dis, Franck, c'est en fait la recommandation qu'on fait systématiquement, c'est d'avoir au moins l'équivalent, enfin une paroi lourde par pièce, c'est-à-dire ce qui est bien, c'est par exemple d'avoir une chape ou alors au moins être en contact, peu importe la pièce dans laquelle on est dans la maison, au moins être en contact avec une paroi avec un enduit ou une paroi en terre crue pour que ça marche vraiment bien. En tout cas, pour qu'on ait encore une fois cette bonne constante de temps. Et je rebondis juste sur il y avait un sujet là par rapport aux apports internes, je pense qu'on en a un petit peu parlé aussi, Franck, mais évidemment, il y a aussi une stratégie de réduction des apports internes qui peut être très très intéressante, de faire la chasse aux watts des box, des veilles, etc. Parce que ça, c'est des watts que vous avez à l'intérieur qui vont vous créer de la surchauffe. Donc oui, c'est aussi une stratégie. C'est vrai que ça paraît évident, mais c'est quelque chose de très intéressant pour maximiser le confort d'été pour le coup, quoi. Par exemple, Clément, moi je baisse la température de mon chauffe-eau solaire l'été, je la mets à 60, parce que sinon il va monter à 90. Donc avoir un chauffe-eau très isolé. Après, l'idéal, bien sûr, serait de mettre le chauffe-eau solaire à l'extérieur l'été et dedans l'hiver, mais c'est un peu pénible. C'est contraignant, ça fait beaucoup de travail tous les 6 mois. Hein. Mais méfiez-vous aussi des congélateurs et des frigos un peu anciens, mal réglés ou surchargés ou autres. C'est non négligeable, hein, surtout l'été. Alors, quand je parle de limiter la température du chauffe-eau solaire, il faut bien sûr plutôt avoir de l'auto-vidangeable. Et bon, on ne peut pas parler de tout en 1h30, hein, on a quand même survolé. Mais un chauffe-eau auto-vidangeable, il ne garde pas d'eau et il peut s'arrêter sans que les panneaux surchauffent et que l'eau se mette à bouillir. Donc, il permet de régler la température. Pensez qu'un chauffe-eau peut dissiper 80 watts, même s'il est à 60 degrés, hein, 60 ou 80 watts. Donc, s'il est à 90 degrés mal isolé, vous pouvez être bien au-delà. Et en plus, le fait que sur un chauffe-eau solaire thermique normal, avec un circuit sous pression d'eau, la journée, il est obligé de faire tourner le circulateur, le chauffe-eau, pour pas que les panneaux se mettent à bouillir.
Et vous avez l'apport solaire du ballon, mais vous avez aussi l'apport solaire des tuyaux qui montent vers vos panneaux et qui redescendent. Et en plus, il y a même certains systèmes qui, la nuit, rafraîchissent l'eau en la faisant circuler dans les panneaux, donc ils continuent de chauffer. Ça me fait penser qu'on a eu un problème dans une maison passive qu'on avait faite il y a très longtemps, et où ils avaient refusé le chauffe-eau autovidangeable. Et la gaine technique, elle montait à 45 degrés et la salle de bain qui était contre la gaine technique était très chaude. Voilà. Donc pour moi, ce sont des choses, comme dit Clément, déjà réduisez les apports internes, ça rapporte vite. L'autre chose, c'était bien sûr, quand tu as insisté sur la répartition, d'avoir un peu de masse dans chaque pièce, surtout un peu dans les chambres. Et méfiez-vous aux combles, parce que si vous avez des enduits, mettons, sur les murs au rez-de-chaussée, puis que vous avez des combles qui, eux, n'ont aucune inertie et en plus moins de volume d'air, et qui vont peut-être avoir plus d'apport par la toiture sous rampant, vous aurez des surchauffes. Hein. Donc, il y a beaucoup plus de choses à faire attention. Et en tous les cas, le confort d'été et la thermique d'été est beaucoup plus complexe que la thermique d'hiver, qui est finalement peut se résumer à de la statique. Pour clôturer le sujet de l'inertie, il y avait une question sur déporter l'inertie vers l'extérieur. Alors, le problème, en fait, il faut que cette fameuse inertie, alors que ce soit du béton, mais d'un point de vue carbone, c'est problématique, mais des choses intéressantes comme de la terre crue, du pisé, ça peut être des chapes sèches aussi. Par exemple, chez Fermacell, ils font des systèmes où vous avez des nids d'abeilles que vous pouvez remplir de gravier. Enfin, il n'y a pas que le béton traditionnel, évidemment, surtout quand on est dans une logique d'optimisation carbone, hein, qui est clairement au cœur du débat en ce moment et qui est vraiment un challenge actuel. En fait, il faut que l'inertie soit dans la boîte, finalement encapsulée dans l'enveloppe thermique. Si vous êtes en isolation par l'extérieur, votre inertie, vos murs, en fait, ils vont être dans l'enveloppe thermique. C'est ça l'enjeu. Même si, effectivement, comme vous le précisez dans la question, ça peut être il y a des revêtements de sol qui peuvent être dessus. Ce ne sera pas directement accessible à l'instant T, mais il y aura quand même un déphasage de quelques heures et on va pouvoir quand même aller chercher cette inertie-là. Donc, il faut vraiment que ce soit dans la boîte. Le mieux, c'est que ce soit directement accessible, mais même si devant, il peut y avoir un tapis en revêtement, etc., ça joue quand même. Ça jouera un petit peu moins et surtout un peu moins vite, mais ça jouera quand même. Donc, ça qui est intéressant. Je rebondis juste aussi sur une question. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du besoin de refroidissement. En passif, on connaît bien le besoin de chauffage, qu'il ne faut pas dépasser 15 kWh par mètre carré par an. Mais c'est exactement la même chose pour le besoin de refroidissement, où il ne faut pas qu'on dépasse les 15 kWh par mètre carré par an. Et donc, il y a une question qui était sur quel est l'avis de la maison passive sur l'intégration d'une VMC équipée d'une machine à compression pour rafraîchir. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire ça. Dans la mesure où vous restez en dessous des 15 kWh en besoin de refroidissement, ça c'est le premier sujet, et que vous respectez les consommations totales. Parce que ça, c'est une consommation supplémentaire que vous allez ajouter à votre bâtiment. Donc il faut bien prendre en compte ça, mais ce n'est pas interdit. L'avantage des maisons passives, c'est que vous aurez des besoins qui vont être extrêmement faibles. Donc ça peut passer. On a des bâtiments aujourd'hui, le bâtiment, typiquement des bâtiments de bureau, hein, où il y a des consommations qui sont encore plus importantes de par l'informatique, qui sont rafraîchies et qui sont certifiés passifs. Donc c'est possible. Il n'y a pas de frein par rapport à ça. Je peux partager mon écran ou pour montrer, parce qu'il y avait des questions sur les puits canadiens et les doubles flux. Oui, vas-y, Franck. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. C'est bon. Imaginons, dans une maison, il y avait deux choses. Si on a un excès de, mettons, de 500 watts pendant 7 heures où il fait vraiment chaud, on a 3,5 kWh à stocker. Et ça, on le stocke vu de l'intérieur dans les parois, dans les planchers, comme a expliqué Clément. Hein. Donc, c'est des calculs qui peuvent être faits comme ça et assez facilement. Bon, enfin, assez facilement. Peuvent être faits.
des questions sur la ventilation, sur le puits canadien. Il faut quand même voir que s'il fait 40 degrés, votre air va arriver à 40 degrés. Vous avez un puits canadien, mettons, hydraulique, et avec de l'eau, je ne sais pas, hein, idéalement, elle sera à 20 degrés. Si vous arrivez à rafraîchir, grâce à votre puits canadien ici, votre air entrant à, je ne sais pas, 25 degrés, qu'est-ce qui se passe pour la ventilation? La ventilation double flux, elle se met en bypass. Elle ne peut plus gagner de fraîcheur. Donc, votre puits canadien annule le gain possible avec la VMC double flux. Ou alors, il faut être sûr que le puits canadien arrive à vous baisser la température encore plus, à 20 degrés. Mais dans ce cas-là, votre VMC, il faut aussi qu'elle bypass et vous soufflez qu'à 20. Donc, finalement, votre VMC ne vous a pas servi. On pourrait aussi imaginer le puits canadien s'en servir en hiver, comme j'ai montré, et s'en servir en été en envoyant. Pardon. Ouais, c'est un peu improvisé, hein, mais si ça aide à comprendre. En envoyant l'eau plutôt ici. Et donc, vous avez l'air qui est à 40, il passe d'abord dans la double flux et il sort à, je ne sais pas, hein, je mets une température au pif à 27. Et ensuite, vous pouvez encore le rafraîchir peut-être si votre puits est à 15, à 17 ou 18, ou s'il était à 20, à 22 degrés. Donc finalement, vous utilisez mieux le potentiel de votre puits canadien. Le puits canadien est plutôt, n'est pas interdit en passif, il peut même être recommandé, notamment pour l'hiver, pour éviter le givrage. Mais ça reste quand même un système plus compliqué. Et quand on peut faire sans les systèmes, pour moi, le passif frugal est quand même optimum. Il faut s'en occuper, il faut le régler, il faut vérifier que tout va bien. Donc, on arrive assez souvent à faire sans puits canadien et à faire encore plus simple. Voilà. Et parce que là, si on veut mettre aussi un aiguillage, il va falloir des tuyaux en plus, un vase d'expansion. Enfin, on complique le système. Il faut 2 batteries. Est-ce nécessaire de le faire? Moi, les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure sur ma maison passive en paille qui est en bois sans masse, c'était avant que je mette en route le puits canadien. Hein. Sans puits canadien. Avec le puits canadien, je vais gagner un petit peu, mais pas beaucoup. Bien que j'ai aussi ce système pour refroidir l'air en sortie de double flux. Je vais peut-être repartager autre chose. Là, je regarde. Il y avait une question par rapport au fait de dire on va récupérer l'inertie via des sondes, par exemple, un puits canadien, un maxi puits canadien. Le problème, c'est qu'en fait, on va être limité par la capacité calorifique de l'air et par le débit qui va être soufflé dans la double flux. C'est-à-dire que si vous avez un super puits canadien qui est surdimensionné, le problème, ça va être le débit qui va être soufflé. Sur le schéma que tu faisais, Franck, si par exemple dans une maison, on souffle 120 mètres cubes heure et qu'on arrive à avoir un écart de température de 15 degrés, admettons, ça fait que 590 watts. Donc, c'est bien, mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas déterminant. C'est ça. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, peut-être, c'est puisque là, on essayait le confort d'été sans clim, hein, mais si on est en centre-ville, à Grenoble, à Clermont-Ferrand, avec du béton autour, et que la nuit, le matin à 7 heures, vous avez 28, il n'y a plus de confort d'été sans clim. Hein. Voilà, malheureusement. Donc après, si on climatise, la problématique est différente parce qu'on peut revenir sur des inerties plus faibles. Enfin bon, on pense qu'on peut encore à beaucoup d'endroits se passer de climatisation, avoir un truc très très simple et garder un confort plus qu'excellent. Il y avait d'autres questions ou tu veux ajouter quelque chose, Clément, là-dessus? Non,
Parce que les fichiers météo, quand on prend, mettons pour Grenoble, vous prenez Grenoble, mais si vous êtes au centre de Grenoble, vous savez que ça sera bien pire que ce qui est marqué dans le fichier météo en été. Et si vous êtes à 20 km, un tout petit peu en altitude au-dessus de Grenoble, vous pouvez bénéficier de la fraîcheur des arbres, des vents, de la Chartreuse ou du Vercors. Donc ça a quand même une importance, je dirais, primordiale, ça. Il y avait une question justement sur la végétalisation et donc toiture, façade végétalisée et aussi l'utilisation d'arbres servant d'ombrage, des feuillus notamment. Alors pour tout ce qui est toiture végétalisée, en fait, on va pouvoir réduire le flux par conduction et aussi par réchauffement en fait, de la surface de la toiture. Donc effectivement, oui, ça peut être intéressant pour limiter les apports qu'on voyait sur le petit bilan statique schématique qu'on a présenté, toiture et façade. Donc pourquoi pas. Après, ça va pas non plus, ça va pas être énorme. On va baisser un petit peu de quelques watts, mais ça peut être intéressant. Et après, par rapport aux arbres qui perdent leurs feuilles en hiver, alors oui, on l'a déjà expérimenté. En fait, il y a un logiciel qui s'appelle Design PH, en fait, qui est un plugin de SketchUp qui vous permet en fait de modéliser. Par exemple, vous faites des arbres, vous mettez des feuilles dans un layer, vous mettez les feuilles en été et vous les enlevez en hiver. Et vous pouvez voir en fait dans quelle mesure l'ombrage est efficace grâce au fait d'avoir mis des arbres à feuilles caduques. Donc ça, on l'a fait nous sur un projet là, qui démarre à Fontainebleau. Donc vraiment au cœur de la forêt. Donc c'était très important d'avoir une approche fine sur ce qui se passait en termes de feuilles, pour les arbres qui perdaient leurs feuilles. Donc oui, ça c'est tout à fait possible. Je vois quelqu'un qui pose la question disant qu'il est plus intéressant de mettre donc une PAC, chaud-froid, enfin froid dans ce cas-là, pour rafraîchir et avoir un coût d'exploitation même sur 30 ans, plutôt que d'investir dans des procédés passifs lourds. Alors, ça se discute, ça dépend du type de bâtiment. Je dirais que les procédés passifs lourds, est-ce que ça coûte des enduits terre? Si on les fait soi-même, ça coûte rien. Une chape en béton, ça coûte pas grand-chose. Des volets. Donc, pour moi, les procédés passifs lourds ne coûtent pas tellement. Au contraire, si on est sur du tertiaire, comme tu as montré, Clément, un IUT ou autre chose, on peut mettre effectivement une machine qui est rafraîchie et que ce soit intéressant financièrement. Mais sur une maison, aller mettre une pompe à chaleur qui maintenant devra avoir un entretien annuel pour les gaz de 160 à 180 € par an, on va rajouter un système qui coûte 2, 3, 4, 5 000 €. On va ajouter une maintenance annuelle, une durée de vie qui est probablement 15 ans maxi. Donc, sur une maison individuelle, si on est dans une zone où on peut se passer de climatiser, moi, je ne vois pas l'intérêt de la rajouter. Par contre, dans des cas où, c'est ma position, et ça se discute projet par projet, si on est en centre-ville et qu'on n'a plus d'autre choix, bah oui, on peut le mettre. Et puis, il y a ce que tu as montré, Clément, que tu as chez toi, il y a aussi les machines tout en un. Ouais. Dans ce cas-là, on peut s'orienter vers des machines tout en un qui font l'eau chaude, le froid, le chaud et qui, pendant qu'elles font du froid, puisqu'elles doivent dissiper de la chaleur, elles chauffent l'eau. C'est ça, ouais. C'est des puissances qui sont relativement faibles parce que c'est à peu près 1 kW de puissance froide, donc c'est pas de la clim, clairement, c'est un peu de rafraîchissement, donc ça peut contribuer à maintenir la maison fraîche, mais c'est pas ça qui va la faire redescendre. Enfin, il faut absolument activer tout ce qui est solution passive avant, évidemment. Il y avait une petite question sur l'IUT, donc comment gérer la ventilation naturelle. Alors, pour faire le lien un petit peu avec ce que tu disais, c'est que dans ce genre de bâtiment-là, les occupants s'en vont en fin de journée et il n'y a personne en fait pour le gérer la nuit, à l'inverse de ce qui se passe dans les logements. Donc, il faut absolument qu'il y ait un système, une intelligence qui gère la ventilation naturelle. En l'occurrence, là, c'est la gestion centralisée du bâtiment, la GTB. Là. Donc, tout est automatisé. Il n'y a rien qui est manuel. Alors, pour justement aussi ne pas ouvrir quand il pleut, par exemple. Donc, la verrière, dès qu'il pleut,
il y a une intelligence qui fait que ça va se fermer. Ne pas ouvrir quand il fait plus chaud dehors que dedans aussi, hein, tout ça c'est programmé. Comment prévenir des ouvertures parasites? A priori, il n'y en a pas, puisque si la GTV est bien programmée, a priori, ça ne devrait pas s'ouvrir tout seul. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de sujets. Par contre, ce dont il faut faire attention, c'est de bien calibrer et de bien faire des essais sur la programmation, puisque systématiquement, en tout cas le retour d'expérience que nous on a, là où c'est délicat, c'est en mi-saison. Quand est-ce qu'on décide d'ouvrir ou pas, au moment où on va commencer à basculer avec un potentiel risque de surchauffe. À part ça, ça marche vraiment très 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 bien. Quelqu'un parlait de l'altération de la durée de vie du moteur si on bypass. Il faut que votre double flux soit prévu pour surventiler quand même, hein, et ce qui n'est pas si facile. Donc ça nécessite de prendre la taille maxi. Ça peut aussi donner du bruit, ou alors il faut aussi surdimensionner la taille des gaines. Moi, je dirais que tant qu'on peut ventiler naturellement en faisant des courants d'air, en utilisant les différences de niveau, c'est quand même bien préférable. Mais il y a des cas où ce n'est pas possible à cause du bruit, à cause de l'absence, à cause d'autres choses. Et dans ce cas-là, utiliser que la double flux est quand même délicat. Voilà. Nous, on avait regardé justement le fait de faire ce qu'on appelle aussi, on appelle ça le free cooling aussi pour la ventilation double flux. Alors, c'est pas si free que ça en fait, parce que ça vous coûte pas mal d'électricité. Et notamment quand vous augmentez le débit. Il faut savoir que les consommations, en fait, ont un effet qui est… les consommations sont montent. Quand vous multipliez le débit par 2, en fait, vous multipliez votre consommation électrique au cube. Donc, c'est potentiellement très coûteux. Et notamment en tertiaire, si vous faites de la surventilation un petit peu costaud, ça peut consommer plus d'électricité que de mettre une climatisation, quoi. Donc, attention au free cooling. Pour moi, ce n'est pas un système qui est efficace si vous augmentez fortement les débits. Oui, comme le disait Benoît Martin qui a posé les questions auxquelles on a répondu, il y a des moments où il vaut mieux se tourner vers la climatisation, tout à fait. Et dans ce cas-là, en profiter pour faire le show aussi avec la pompe à chaleur, hein. C'est, comment dire, on répond de façon un peu générale, mais projet par projet, c'est différent. Alors, les puits canadiens au Luxembourg, où il y a peu de place, les puits canadiens, ils en font des verticaux, hein. On peut le faire sur un forage de pompe à chaleur géothermique et ne pas mettre la pompe à chaleur. Il y a aussi, je crois, je ne sais pas si c'était Zender, les Confoair, ils faisaient des puits canadiens verticaux, des espèces de cloches. Bon, il y a des solutions. Chaque projet est différent et on a plus de variétés en confort d'été que finalement sur l'hiver où on arrive à mieux faire des conceptions type. Et on a balayé l'ensemble des questions et on a un peu dépassé l'horaire de 10 minutes, donc je vous propose de clore ici, si ça vous va. Ça marche. Merci beaucoup pour ce webinaire avec une belle fréquentation. Bel été à tous. Et puis, le replay sera disponible sur le site très rapidement. Merci à vous, Clément et Franck, d'avoir pris le temps de détailler toutes ces solutions, tout cet éventail de solutions pour le confort d'été de nos bâtiments. Merci à vous tous et on attend les canicules pour pouvoir mettre les chiffres 2021 avec impatience. Rendez-vous l'année prochaine pour dans nos maisons passives.